C'est pas et encore cette année, je pense qu'il y aura des choses à regarder, mais de là à s'enthousiasmer, je ne Ah. suis pas sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, spécial preview de division après l'AFC Sud que l'on a fait en début de semaine. Nous donnons rendez-vous pour la NFC Sud. On reste dans le Sud, mais on change de conférence. Et pour parler de cette division, avec moi ce soir, ce qui vous accompagne maintenant tous les jeudis depuis 3 semaines, à savoir Yaya. Salut mon Yaya, comment tu vas? Salut Flav, moi ça va super, on est dans le sud, on va bien manger, c'est On va manger cajun, on va manger cajun. exactement, la soul food, il y a rien de meilleur. Et avec Seb, salut Seb, comment tu vas? Ça va très bien. Salut Flav, salut Yaya. Salut Seb. Alors on va parler de la NFC Sud. La NFC Sud qui a été l'an dernier une division quelque peu moquée, dirons-nous, puisque les Buccaneers se sont qualifiés en tant que champions de division avec un bilan négatif, 8 victoires, 9 défaites, et les 3 autres équipes ont terminé à 7 victoires et 18 défaites à égalité. Tiens, première question, mon Yaya, est-ce Oui. que c'était la division la plus mauvaise ou finalement la plus intéressante l'an dernier? Ah Parce qu'il y ouais, a du suspense jusqu'au bout. suspense oui et non, Ah bah si. non, les Buccaneers étaient devant quasiment Ah, toute la oui, mais saison. à 2 journées de la fin, tout le monde pouvait se qualifier encore. Ah oui, Donc, il y a eu du suspense. oui, il y a eu du suspense, mais non, tu peux essayer de retourner ça dans tous les sens. Non, je suis désolé, ta division, que tu chéris tant n'était pas la plus intéressante et voilà, c'est pas et encore cette année, je pense qu'il y aura des choses à regarder, mais de là à s'enthousiasmer, je ne Ah, suis pas sûr. on Je est quand même suis sur, direct. on est quand même sur une division quelque peu intéressante. Parce que Homogène. il y a quand même une stat, il y a quand même une stat qui est sympa. C'est qu'on a dans cette division 3 quarterbacks qui ont été numéro 1 dans les choix de draft. À 3. Bryce Young chez les Panthers, numéro 1 de cette année. Jameis Winston sur le banc des Saints, qui a été numéro 1 aussi. Et Baker Mayfield pour les Buccaneers. On a 3 numéro 1 de la draft dans le passé, et pourtant, on considère que c'est l'une des divisions les plus faibles. Tu es d'accord avec ça, Seb? Alors moi Avec le fait que ce soit une division faible, hein, pas avec... alors, parce que le le fait fait que que ce ce soit soit des numéros 1, c'est ouais, un le fait. fait que ce soit une division faible, ouais. La stat des 3 premiers choix de draft, oui, elle est indiscutable, mais faut quand même voir ce que ça donne sur le terrain. Mais j'ai du mal à savoir si, comme disent les Américains, si c'est the bad kind of good or the good kind of bad, tu vois, pour cette division. C'est-à-dire que c'est fun à suivre. Vraiment, par contre, ça, là, je suis sincère, la NFC Sud, c'est fun à suivre. Mais après, quand tu regardes le bilan général, tu te dis, non, en fait, c'est pas terrible. Mais il y aura plein de choses intéressantes à voir, comme l'a dit Yaya. Et ça va rester une division qui va être fun à suivre parce qu'il y a aussi un potentiel de n'importe quoi qui est assez important dans cette poule. Ouais, et puis ils croisent avec l'AFC Sud, hein, on le rappelle, leur calendrier, ce qui va donner encore du n'importe quoi sur un peu de Le n'importe quoi, crossover de l'enfer. ce qui risque d'avoir des matchs intra-conférences assez intéressants. Les Falcons, on commence par les Falcons d'Atlanta, qui ont terminé donc dernier de la division l'an dernier, mais à égalité avec les Panthers et les Saints, 7 victoires, 10 défaites, alors qu'on attendait franchement un peu moins bien des Falcons l'an dernier, on n'attendait pas grand-chose, et pourtant ils ont fait une saison quand même plutôt solide. Cette année, au revoir Marcus Mariota qui est parti. Vous ne le verrez pas dans Quarterback saison 2, hein, ça c'est une certitude. Et bonjour à Desmond Ridder, qui est donc le nouveau quarterback de franchise des Falcons. Est-ce que tu as une confiance en Desmond Ridder pour conduire cette équipe, Yaya? Moi, pas du tout. Ça va être presque une saison 1, saison de découverte pour lui. Il n'a pas eu beaucoup de snaps l'année dernière, donc il était en couveuse. Donc effectivement, il y avait notre ami, le Tom Brady hawaïen, Marcus Mariota, qui était là pour un petit peu le driver. Et du coup,
avoir sa première saison. Donc, du coup, on va voir ce qu'il a réellement dans le ventre. Attention, ils lui ont mis un backup dans les pattes, Tyler Heineke, pour, au cas où, si le projet ne marche pas, on met tout de suite Tyler Heineke qui a prouvé que c'était un peu plus qu'un backup du côté de la capitale fédérale. Donc, pour moi, je pense que l'équipe, la franchise, a à peu près la même confiance que moi dans Desmond Ridder. Oui, ils ont investi sur lui. Ils pensent qu'ils ont vu quelque chose, donc ils le mettent sur le terrain. Ils essayent. Il n'y a pas grand-chose à gagner cette année. C'est pas une équipe qui va jouer les playoffs. C'est une équipe qui se construit et qui se construit bien. Tous les ans, on ajoute des choses et on va en parler tout à l'heure. Donc pour moi, oui, par contre, il va avoir sa chance et il aura moins de pression. C'est un des postes, c'est un des endroits où il y aura le moins de pression pour le quarterback. Et parmi les ajouts dont tu parles cette année, on en a eu un à la draft notamment qui est pressenti pour être un excellent joueur. C'est le running back Bijan Robinson. Alors c'est le running back choisi le plus haut depuis Saquon Barkley dans la draft. Ça lui met quand même une petite pression. Bijan Robinson, il arrive dans une équipe, Seb, qui était très orientée course l'an dernier. C'est la 3e équipe qui avait le plus de pourcentage de snaps offensifs qui étaient dédiés à la course. Est-ce que finalement Arthur Smith, il n'a pas dans l'idée de nous faire une Tennessee Titans numéro 2 ? C'est-à-dire qu'il a été coordinateur offensif des Titans pendant 2 ans. Est-ce qu'il veut pas nous faire avec Bijan Robinson la même chose qu'il faisait avec Derrick Henry et avoir des receveurs qui sont libres et des receveurs plutôt de talent, puisqu'on a Kyle Pitts, on a Drake London, des joueurs qui sont capables de faire de très bonnes choses. Est-ce que Arthur Smith n'essaye pas de nous faire une Titans numéro 2 à Atlanta ? Là, tu lis dans mes pensées, Flav, parce que c'est exactement mon avis. Je pense que Arthur Smith, il voit en Bijan Robinson son Derrick Henry et qu'il veut appliquer la recette qu'il a appliquée aux Titans à l'époque où il était offensive coordinateur. Alors effectivement, ça met une pression sur Robinson, mais il n'arrive pas tout seul dans ce backfield. Il y a Tyler Allgeier qui est toujours là. C'est 1035 yards au sol la saison dernière. Il y a Cordarrelle Patterson qui a l'air inusable, qui est toujours là. Donc, il y a moyen dans ce triumvirat de running back, que lui, il trouve son rythme, il trouve son groove, et il a également une carte à jouer pour step up et s'imposer comme RB1 si c'est la direction qu'il souhaite prendre. Et effectivement, du côté des receveurs, on a un Titan solide avec Kyle Pitts qui nous fait une saison à milliard. Je crois que c'est le 2e Titan rookie de l'histoire qui nous fait ça. On a Drake London qui fait quand même une belle cible dans le backfield parce qu'à 6'4", 213, ça fait un beau bébé. Oui, il y a quelque chose qui se construit. Moi, offensivement, j'ai envie d'être optimiste pour ce club. Il y a quelque chose qui est en construction. Il y a un quarterback qui soulève des questions, mais voilà, pour le moment, Desmond Ridder, je crois qu'il a été titularisé 4 matchs la saison dernière, si ma mémoire est bonne. Oui. On n'a rien vu de fifou, mais on n'a rien vu de choquant non plus. À voir. Pour moi, c'est le point d'interrogation sur cette offense, sur les skills players. Et on a parlé de Kyle Pitts comme tight end. Il y a aussi Jonnu Smith qui était aussi lui chez les Titans sous l'ère d'Arthur Smith comme coordinateur offensif et qui est la doublure de Kyle Pitts maintenant chez les Falcons. Défensivement, on a aussi eu un gros travail à l'intersaison pour les Falcons parce qu'on a quand même eu, en plus d'un nouveau coordinateur offensif qui a été pris chez les Saints, Ryan Nielsen, on a quand même l'ajout de joueurs comme Calais Campbell, comme David Onyemata qui était lui aussi chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Dans le backfield, on a Jeff Okudah, même s'il s'est un peu blessé à l'entraînement cette semaine, Jesse Bates. Bref, on a quand même eu un vrai travail, Yaya, sur la défense des Falcons. Oui, il y a eu un vrai travail, mais justement, c'est là où il y a le plus d'interrogations. Ils ont pris des vétérans. Tu parlais de Campbell, c'est un vétéran.
c'est un peu ça le problème, ça va être l'inconnu. C'est comment la défense va pouvoir passer un step et pouvoir réussir à faire quelque chose qui soit cohérent. Donc c'est vraiment là-dessus que le focus va être mis. L'attaque, ça devrait tourner. Il y a les skills players. Par contre, en défense, aïe, aïe, aïe. C'est la vraie inconnue. La vraie inconnue est sur la défense. Donc on attend de voir comment ça va se passer du côté de la défense, je pense. Et petite mention quand même sur les special teams, ils ont un des meilleurs kickers de la ligue. Oui, Yongwoku, Oui, qui est effectivement un excellent kicker. tout à fait. Les Falcons, c'est fait. Place maintenant aux Saints de la Nouvelle-Orléans, qui ont fini donc 3e l'an dernier de la division. Une saison décevante pour les Saints, qui étaient habitués à jouer plutôt le haut de tableau de leur division ces dernières années. Ils ont décidé d'arrêter le turnover au niveau des quarterbacks. Fini Jameis Winston, fini Andy Dalton, fini Ian Book. On a eu Ian Book pendant un moment. Fini tout ça et Tyson place à Hill. Derek Carr. On a eu Tyson Hill, mais lui, il est toujours là. Mais il est là dans la depth chart des Saints. Il est à 50 endroits, Tyson Hill. Tu vois. Le mec, il est linebacker, il est running back, il est receveur, il est quarterback, il est tight end, il est guard, il est centre, il est parfois kicker. Enfin bref, il fait tout. Blague mise à part, c'est vrai que c'est un véritable couteau suisse. Donc on a eu un changement de quarterback. Ils sont allés chercher Derek Carr chez les Riders, et on a donc un nouveau quarterback qui va conduire une attaque alors qui manque pas de talent, je pense. Seb, tu vas pas me contredire là-dessus. Elle manque pas de talent quand t'as Chris Olave, quand t'as Michael Thomas qui est peut-être de retour de blessure, quand t'as Alvin Kamara, Jamal Williams comme running back, il y a quand même de quoi faire offensivement. Il y a de quoi faire offensivement. Le problème, c'est que la saison dernière, ça marque à peine 19 points par match, quoi. 19,4 points par match. Donc, Il n'y a pas Derek Carr. Hein. il y a du talent, mais il y a un problème. Alors, justement, peut-être que Derek Carr, c'est l'homme de la situation, parce que si on regarde un petit peu la physionomie de la saison des Saints, et qu'on met en balance également leur défense, qui est excellente, on y reviendra certainement un petit peu plus tard, on a une défense qui a encaissé 20,3 points par match, pour être précis, une attaque qui en marquait 19,4. C'est quand même, l'écart est quand même minime. Et à côté, on a Derek Carr, qui est tout de même un spécialiste des game winning drives et des comebacks en quatrième quart-temps. Peut-être que si on se met toutes choses égales par ailleurs et qu'on reste sur une sorte de statu quo de la saison dernière, peut-être que ça peut être une clé. Peut-être que ça peut être la clé qui peut permettre de débloquer cette situation, parce qu'il y a une offense où, une fois de plus, sur les postes de skills, il y a énormément de talent, mais ça marque pas de points. Juste un petit avis, Yaya, on parlait de l'attaque, sur Alvin Kamara et sa suspension donc de 3 matchs, on le rappelle. Il sera suspendu uniquement pour 3 rencontres. Ils sont allés chercher Jamal Williams. Ils ont Oui, drafté un running back, Kendra Miller, aussi oui. au 3e tour. Est-ce que tu penses que les Saints avaient prévu le coup pour que Kamara soit suspendu beaucoup plus longtemps que ces 3 matchs-là? Je pense pas forcément. On connaît la durée de péremption d'un running back et ils prévoient déjà la suite. Et ils ont tout. Là où Camara était le meilleur, c'est quand il était en duo avec Ingram. Mm. Et du coup, je trouve qu'il c'est extrêmement complémentaire avec d'un côté Camara qui pourra beaucoup plus sortir du backfield pour prendre des réceptions. Et j'ai envie de dire, ça va être un peu le BFF de Derek Carr, puisqu'il va pouvoir venir en soutien pour offrir une solution dès qu'il va y avoir du blitz. Donc pour moi, pas de souci. Ça a traîné cette décision, c'est prendre 3 matchs pour une bagarre dans un bar, même si elle est un peu costaud. No Fun League, j'ai envie de te dire, et il fallait fallait aller chercher cette suspension. C'est vrai que ça aurait pu être bien pire. Bon, c'est pas non Bah, plus. il se murmure que l'accord aurait été négocié, qu'il aurait accepté d'être suspendu 3 matchs alors que la NFL voulait le suspendre 6, mais qu'il ferait pas appel, etc. Bon, bref, il aurait négocié
dans son rendez-vous avec Roger Goodell pour avoir une suspension, voilà, un peu arrangée. On n'en saura probablement jamais les dessous. Tu parlais de la défense tout à l'heure, Seb. Donc ils ont perdu des joueurs, on en a parlé, notamment avec David Onyemata qui est parti chez les Falcons. Ça a perdu des joueurs sur la ligne, mais en même temps, le backfield, on retrouve les joueurs emblématiques de la saison dernière, Tyrann Mathieu, Marshawn Lattimore, bref, des joueurs extrêmement connus. Sur la ligne, on a toujours des Mario Davis, on a toujours Cameron Jordan. Ça reste quand même extrêmement solide, cette défense des Saints. Ça reste solide. Après, moi, le petit bémol que je mettrais, c'est que Cameron Jordan, il rajeunit pas. Ah non, ça, comme personne d'ailleurs. Oui, comme tout un chacun, hein, j'en ai bien conscience. Mais du coup, il va aussi falloir. Je pense que cette situation et le fait, tous ces départs que tu as rappelé à l'instant, Flav, ça va obliger les nouveaux venus, les rookies, etc., à step up très rapidement parce que j'espère que la défense se maintiendra, mais dans le même temps, j'ai peur que tous ces départs, ça provoque de très nombreux trous qui seront difficiles à combler. Ils ont notamment drafté Brian Breezy, on le rappelle, sur la ligne défensive, pour doubler pour l'instant Nathan Shepard. On a eu aussi un retour, le retour de l'ancien Jimmy Graham, qui est revenu chez les Saints. Oui. Est-ce que Yaya, tu le vois jouer un petit rôle quand même, ou est-ce que tu le vois être là comme grand-papa de l'équipe, notre ami Jimmy, qui, on le rappelle, est le recordman en tant que tight end de réception et de touchdown pour les Saints de Nouvelle-Orléans. Oui, je crois que tu as un peu tout dit. Il vient pour un dernier contrat, boucler la boucle. On va tranquillement être là dans le vestiaire. S'il fait la saison, ce sera bien. Sinon, il sera là pour accompagner les jeunes, au moins le temps que la saison se lance. Et dernière question, elle est pour Seb. Michael Thomas, on en a parlé très rapidement. Il a beaucoup de blessures ces derniers temps. Il a joué que 10 matchs depuis 2020, je crois, si c'est... Depuis le record. Ouais. 9 ou 10 matchs. Est-ce que tu le vois pouvoir revenir? On va admettre qu'il reste en bonne santé, hein, pouvoir revenir à un niveau tout à fait convenable. Précisément, ça dépendra de sa santé. Parce que son niveau, moi, j'ai pas trop de soucis, là-dessus, sur ses aptitudes techniques et physiques au sens large du terme. Le souci, c'est est-ce qu'il peut rester en bonne santé. Et je pense que l'attaque des Saints compte beaucoup sur le fait que Michael Thomas puisse rester en bonne santé. Ça, c'est une inconnue. C'est vrai que sa dernière saison pleine, je crois que c'est l'année du record, comme tu disais, d'ailleurs, hein, c'est la saison 2019. Ça fait loin. Malheureusement, je ne suis pas très optimiste là-dessus, même si, bien évidemment, je souhaite à Michael Thomas de rester en excellente santé, de jouer les 17 matchs et de sortir de cette saison sur ses deux pieds. Oui, on lui souhaite tous, parce que de toute façon, on ne souhaite aucune blessure de personne. Donc, comme ça, nous sommes blancs là-dessus. Parlons un peu des Panthers, des chatons de la Caroline du Nord. Oui. Ils vont peut-être devenir des panthères après avoir été des chatons. Les Panthers qui ont donc été chercher le premier choix de draft, puisqu'ils ont trade up par rapport aux Bears de Chicago pour aller chercher un quarterback, le numéro 1 de draft, que l'on verra d'ailleurs dès ce week-end dans le match de pré-saison, puisqu'il sera aligné, alors probablement pour quelques snaps, hein, il jouera pas tout le match, hein, mais vous verrez Bryce Young en action ce week-end. Bryce Young qui sera donc le nouveau maître à jouer des Panthers, avec derrière lui Andy Dalton, l'ancien des Saints de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Est-ce que Bryce Young, tu le vois pouvoir réussir dès sa première année, Yaya? Après, est-ce qu'il a tout pour réussir? Ça dépend où tu mets le curseur, réussir. Est-ce que tu penses aller en play-off ou est-ce que tu penses apprendre? Je pense que c'est une saison d'apprentissage. Rares sont les quarterbacks qui, la première saison, cartonnent tout. Surtout s'ils sont mis derrière le centre dès le premier snap de la saison, c'est-à-dire qu'ils sont titulaires.
je pense qu'il a beaucoup d'aptitudes. On n'est pas numéro 1 pour rien. Il peut faire quelque chose sur cette attaque. Il a Andy Dalton derrière lui. Je ne sais pas si c'est le joueur idoine, mais je pense que ça va être une saison d'apprentissage. Voilà. Je pense que, tu vois, je vois bien un début un peu à la Joe Bureau, c'est-à-dire une saison, pas, pour reprendre les termes de quelqu'un ici présent, pas fifou, mais qui, dès la deuxième saison, sera là et sera bien présent. Je parlais du fait d'entourer convenablement notre ami Bryce Young. On sait que DJ Moore a été envoyé dans le trade-up finalement pour avoir donc le premier choix de draft. Est-ce que pour toi, Seb, le corps de receveur est suffisant pour faire briller Bryce Young? On rappelle qu'ils ont été chercher Adam Thielen, l'ancien des Vikings. On a DJ Shark, on a Jonathan Mingo. En running back, il y aura Miles Sanders et Chuba Hubbard. Est-ce que cette attaque peut faire quelque chose dans cette NFC Sud où on l'a dit, il y aura quand même des défenses, celle des Saints, mais peut-être même celle des Falcons si ça finit par bien matcher, qui peuvent être difficiles à jouer? Au moins, parmi tous ces trades, et malgré le départ de DJ Moore, il y a une volonté de donner des armes à Bryce Young. Alors, Adam Thielen, c'est peut-être un peu compliqué, mais je pense qu'il en a encore sous le pied. DJ Shark, on a le Titan qui arrive des Bengals. Miles Sanders, s'il parvient à rester efficace, ça sera un gros soulagement au sol. Un receveur, Jonathan Mingo, drafté au deuxième round. Il y a au moins une volonté d'entourer leur nouveau jouet, de bien l'entourer, et surtout de bien l'entourer. Là où ça va se jouer face à certaines défenses, effectivement, ça va être sur la façon dont Bryce Young va pouvoir s'approprier le jeu, s'approprier le jeu NFL et progresser. Est-ce qu'on attend de lui vraiment cette saison qu'il soit étincelant d'entrée de jeu? Je sais pas, il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens autour de lui, ne serait-ce que sur son gabarit. J'en reste là-dessus. Au moins, j'ai l'impression qu'il ne le laisse pas seul et abandonné au milieu des flots déchaînés. C'est beau, c'est presque poétique. Ah, t'as vu ça un peu? C'est absolument superbe. Et tout ça, dites-vous que c'est fait sans qu'il l'ait écrit avant. C'est ça qui est encore plus beau. C'est de l'impro, ça sort tout seul. C'est de l'impro poétique, c'est absolument incroyable. En défense, on a une recrue, mon cher Yaya, une recrue avec un nom qui sonne, j'aurais envie de dire Von Bell, oui, pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a une petite astuce, là, vous irez chercher. Donc, la wing. Voilà, Von Bell qui est donc arrivé après 4 saisons chez les Saints et 3 chez les Bengals. Il arrive dans cette défense pour stabiliser un petit peu la défense des Panthers. Est-ce que ça peut être un très bon fit pour les Panthers de la Caroline, cette arrivée de Von Bell? Je pense qu'on est au début d'une histoire du côté des Panthers. Il y a eu un rebuild en fin de saison, en milieu de saison l'année dernière qui a complètement changé ce que les Américains appellent le narrative d'une saison qui allait partir complètement à volo. On coupe le coach, on envoie CMC à l'opposé du pays, et là ça se met à gagner. Donc, et on récupère un coach qui est là, qui est plutôt un bon coach, qui a plutôt une bonne réputation. Et effectivement, là, tu as raison, ils ont fait l'acquisition de Bell, qui est la première pierre pour poser la défense. Il y avait quand même des choses sur la défense l'an passé. C'était déjà pas solide, mais il y avait deux, trois choses. Il y avait deux, trois choses assez intéressantes. Donc pourquoi pas rajouter et se concentrer l'été prochain vraiment à fond sur la défense. Comme je te l'ai dit, pour moi, c'est une année 1. Et les années 1, c'est rarement tout rose. Donc oui, il y a des choses. De là à ce que ce soit complètement solaire, je ne suis pas sûr. Donc je pense que on est encore. Le sevrage est passé. La panthère va commencer à manger un petit peu plus.
En parlant de défense, Seb, il y a quand même un ajout important dans cette défense. Et je voudrais qu'on en parle 2 minutes parce que, à mon avis, c'est quelqu'un qui va passer un petit peu sous le radar en début de saison. C'est le nouveau coordinateur défensif. Ejiro Evero, qui coachait l'an dernier les Broncos de Denver en défense. On sait qu'il y a bien quelque chose dans laquelle les Broncos ont réussi l'an dernier, c'est cette défense. Entre ce nouveau coordinateur, les ajouts dont on a parlé notamment avec Von Bell, et même l'arrivée de Frank Reich du côté des Panthers, est-ce que tout ce coaching staff peut finalement faire passer les Panthers dans une autre dimension? Si on reste sur la défense, il y a une possibilité. Disons qu'il y avait des choses intéressantes, comme l'a dit Yannick, il y avait aussi pas mal de choses qui pêchaient. Nouveau coordinateur défensif, l'arrivée de Von Bell, qui va vraiment faire du bien parce que sur la défense anti-aérienne, ça pêchait vraiment l'année dernière. Et il y a aussi l'arrivée de Shai Tuttle sur la defensive line pour épauler Brian Burns. Alors Brian Burns, il est toujours depuis 3 saisons, il est aux alentours d'une dizaine de sacs chaque saison, mais je pense qu'il a besoin d'un coup de main. Et je pense également que cette défense a besoin de mettre plus de pression sur les quarterbacks adverses, parce que ça a vraiment pêché de ce côté-là la saison dernière. Moi, je pense que c'est une défense qui peut monter en puissance cette année, qui a les moyens de monter en puissance, de persévérer sur ses points forts de l'an dernier et peut-être de progresser sur sa ligne. Frank Reich, moi, en tant que vieux fan, je l'aimerais toujours d'amour pour lorsqu'il était quarterback pour ce fameux match quand il joue pour Buffalo contre les Oilers, où il remonte un déficit énorme en quatrième quart-temps. Et je Alors, pense pour ceux qui suivent la NFL depuis moins de 50 ans, les Oilers, c'était une franchise de NFL. Hein. C'est pas la franchise de hockey sur glace. Les Baltimore Ravens aujourd'hui. Voilà, Non, c'est pas les Baltimore. non, c'est les Titans. C'est les Titans, autant pour moi. Ça s'appelle les Titans. Maintenant, Houston Oilers, c'était il y a longtemps. Je le reconnais. Warren Moon, tout ça. Le run and gun. Le run and gun avec ses 4 receveurs. C'était chouette à regarder. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc. Et Frank Reich, en plus, je trouve qu'il s'est un petit peu fait virer comme un malpropre de son ancien club la saison dernière. Je pense que c'était pas forcément le problème principal des Colts. Donc je suis très content de le voir retrouver un siège de head coach et j'espère le voir faire progresser cette équipe. Il est un très bon développeur de quarterback. Oui. Bah, et c'est plutôt bien d'ailleurs pour Bryce Young. Et pour... C'est certainement pas innocent s'il est là. Non, je pense que. C'était le premier quarterback de l'histoire de la franchise. Oui, c'est le premier quarterback de l'histoire de la franchise et je crois que c'est lui qui lance le premier touchdown de la franchise. Tout à fait. Voilà. Donc la boucle est bouclée pour lui également. C'était pour la minute histoire, mais qui est toujours intéressante. Hein. C'est toujours bien de parler un petit peu d'histoire de la NFL. On passe Tiens, en parlant d'histoire de la NFL, on passe au Tampa Bay Buccaneers qui ont perdu Tom Brady. Et oui. Lui, c'est pas le Tom Brady hawaïen, lui, c'était le vrai Tom Brady. Et il est plus là, Tom Brady, parce que cette fois, il a vraiment pris sa retraite, le bon Tom. Du coup, il y a comme qui dirait un espèce de trou d'air du côté des Buccaneers. Le bateau prend l'eau du côté de nos amis boucaniers, si bien que pour la première fois, on a quand même on a eu un depth chart qui est sorti cette semaine qui est absolument magique, puisque même Adam Schefter lui-même disait qu'il n'avait jamais vu ça de toute sa carrière. On a 2 quarterbacks listés comme numéro 1. Oui. Baker Mayfield et Kyle Trask. Donc, sur le depth chart, c'est marqué Baker Mayfield or Kyle Trask. Donc, on ne sait même pas qui c'est. C'est QB1. Alors, tiens, je vais déjà commencer par ça. Votre avis, là, je veux à tous les deux. On va commencer par Seb. Tiens, tu mets qui, toi, Baker Mayfield ou Kyle Trask comme quarterback partant pour ta week 1? Mais tu te rends compte de cette question? Je ne sais pas si vous réalisez là que ce club va passer de Tom Brady à Baker Mayfield sans palier de décompression, pardon, et que c'est un coup à faire un AVC quand même. Il
moi, je pense qu'il y a des gens qui sont en danger à Tampa. Et bon, moi, j'irai pour Mayfield, même si je pense que c'est, comme j'ai déjà dit, une arme à usage unique et que ça va fonctionner le temps que ça va fonctionner. Et si ça se trouve, ça va pas fonctionner. Moi, Tampa Bay, je les vois vraiment passer de first to worst, premier à dernier cette saison. Je vois peu de raisons d'espérer. Toi, Yaya, Baker Mayfield ou Kyle Trask? Si tu veux, dans ma grande bonté, je peux te rajouter John Wolford. Alors écoute, Soyons moi fous. je pense que on va passer d'un quarterback qui était 199e de sa draft à un qui était premier de sa Et oui, draft. et oui, et oui, Voilà. tout à fait. Tout à La fait. stat qui fait mal. Non, je, le pauvre Baker Mayfield, je pense que le souci qu'il a eu, c'est que on a voulu on lui a mis une hype sur lui parce qu'il était premier choix de la draft et il devait être l'élu et il a pas eu. Et après, pardon? Il devait sauver Cleveland. Oui. Ça devait être le sauveur. Hein. Il les a fait gagner un match. On se souvient qu'à l'époque, ils étaient sur C'est vrai quasiment. ils ont fait une saison à 0. Hein. Oui. Et ils étaient partis pour en faire une autre, quoi. Et quand ils ont gagné, ils ont viré le coach. Bon, après, c'est aussi autre chose. Mais comment dire ça je pense que bien cadré, et c'est là qui va être le problème, je pense que ça peut faire quelque chose correct. Du côté, du côté des Rams, c'était pas non plus la Bérésina. Donc, pourquoi pas. Il avait même fait un très bon premier match. On se rappelle qu'il était arrivé en catastrophe du côté des Rams et il était rentré et je sais plus contre qui c'était, peut-être les Raiders ou je sais plus contre qui c'était, mais il avait fait un winning drive et tout en arrivant chez les Rams. Et je pense que ça peut être un. Et puis, on va quand même dire ce qu'il y a. Il y a un corps de receveurs. Eh oui, c'est là que j'allais en venir. Il y a quand même du Russell Gage, il y a quand même du Chris Godwin, il y a toujours du Mike Evans, bien Mais évidemment. surtout Mike Evans, qui est peut-être le receveur le plus sous-coté de cette ligue. Je suis d'accord avec ce que vient de dire cet homme. De quoi ? Qu'est-ce que tu as dit, Seb ? Je suis d'accord avec ce que vient de dire cet homme. Oui, non, mais clairement, ils ont un corps de receveur qui est tout à fait intéressant. La question, c'est est-ce que Baker Mayfield ou Kyle Trask va avoir la justesse et le temps d'aller trouver ces receveurs-là, quoi. Je suis pas convaincu. Moi, je suis pas vendu. Tu disais, Yaya, bien cadré, ça peut marcher, peut-être. Mais bien cadré par Todd Bowles, je suis pas sûr que. Mais Todd Bowles, il va s'occuper de la défense. C'est un coach à tendance défensive et à tendance lourde de défaite. Ouais. C'est une de ses tendances, certes. Mais voilà, moi, je pars pas confiant pour eux. Vraiment pas. Malgré les armes, malgré. Mais encore, on parle de Mike Evans, receveur super talentueux, mais qui, malheureusement, la saison dernière, je crois qu'il ne marque que 6 touchdowns. Donc, tu as un problème dans ton attaque. Quand tu as quelqu'un comme ça qui bouffe du ballon, mais qui marque que 6 fois. Et puis, tu as un jeu au sol. 76 yards par match l'an dernier. C'est ça. Et j'ai pas l'impression que ça se soit beaucoup amélioré cette année. Quand tu regardes l'effectif, voilà, Léo Fournette n'est plus là. Donc c'est Rashad White, le premier running back. Derrière, il y a Chase Edmonds. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir s'appuyer sur du jeu au sol pour libérer un petit peu la pression sur le quarterback et libérer des espaces aussi pour les receveurs? Parce qu'on sait que s'il n'y a pas de jeu au sol, forcément, ça va être la défense va être unidimensionnelle de l'autre côté aussi, et Mike Evans va se faire serrer comme c'est pas permis. Donc, on avait la saison dernière, t'as quand même un groupe Fournette, Brady, Evans, Godwin, et ça fait combien de victoires au bout du compte? 8. Voilà. C'est un peu. Alors, tu te dis ça fait 8 victoires avec ceux-là plus Brady, avec les mêmes moins Fournette et Brady. Faut un miracle. Voilà. Moi, je suis désolé, mais faut un miracle.
Est-ce que le miracle peut pas venir de la défense? Il y a White qui veut partir, Ouais. qui a demandé son trade. Ouais. T'as toujours Antoine Winfield, t'as Shaquille Barrett. Mm. Moi, je trouve pas ça déconnant. Un par ligne qui est vraiment pas mal. Shaquille Barrett qui a été blessé l'an passé, ce qui a Oui. fait Et beaucoup de mal. ça a fait beaucoup de mal aux Buccaneers d'ailleurs. Donc, C'était pareil, blessé à la mi-saison quasiment. Et Jason Pierre-Paul qui était parti. Ouais. Et Jason Pierre-Paul, même, ça reste quand même vieillissant, ça reste quand même une menace. Ouais, mais après, Donc, c'est une fois de plus, il y a du talent, mais l'année dernière, ça met la pression sur le QB 30% du temps. C'est ouais. pas assez. Et c'est là où on voit que le départ de Bruce Arians, Ça fait très très mal. Oui. Très très mal sur le schéma défensif. Alors alors que c'était Todd Bowles, le coordinateur défensif. Ils ont eu une très bonne idée quand même, les Buccaneers, on va finir là-dessus, c'est qu'ils ont recruté Rodrigo Blankenship pour être leur backup kicker. Et on aime tous Rodrigo Blankenship. Surtout toi. Oui, surtout moi. J'ai une affection particulière pour le bon Rodrigo et je sais que Benjamin Bernard aussi. On partage cet amour de Rodrigo Blankenship. C'est beau. Et donc, tant que tu partages pas l'amour pour les Lions, ça va. Non, mon cœur est ailleurs, il est déjà pris. Les amis, avant de refermer ce podcast NFC Sud comme d'habitude, votre classement de cette division, du numéro 1 au numéro 4, et les équipes éventuellement qui se qualifient en play-off, si vous en envoyez une, deux. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que les Falcons et les Saints sont prétendument, d'après les calculs des sites de probabilité, avec les calendriers les plus faciles de la NFL cette saison. Oui. On a les Falcons et les Saints en 1 et en 2 comme calendrier les plus simples de la NFL cette année. Est-ce que ça va jouer? Est-ce qu'on va pouvoir voir plusieurs équipes de NFC Sud se qualifier? Mon Yaya, j'écoute ton classement. En 1, les Saints avec plus de 10 victoires. En 2, je vois Carolina. En 3, Atlanta. Et en 4, Tampa Bay. Seb? Je vois les Saints premiers également et qui clinchent les playoffs. Je vois Atlanta en deuxième. Mais la marche est encore trop haute pour la suite pour eux. Je vois Carolina en 3 et je vois Tampa Bay au fond du sac. Vous l'aurez compris. Alors moi j'ai le même classement que toi, Seb, Saints Falcons, mais je pense que ça va être très serré entre les deux. Tu vois, j'ai même hésité à mettre les Falcons en 1. C'est dire, hein, tu vois. Le dernier match est à New Orleans. Oui. Et soit tout est joué, soit ça vaudra son pesant de cacahuètes. En revanche, ça ne m'étonnerait pas que ce soit joué d'avance. Pour ceux qui aiment les paris sportifs, j'ai une petite cote à vous proposer, Yaya et Seb, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai regardé sur BetClick, qui sera bientôt l'un de nos partenaires, on va l'annoncer un jour ou l'autre, autant le dire maintenant. Oui, je spoil, mais comme ça on saura ceux qui ont écouté le podcast ou pas. Les Saints de la Nouvelle-Orléans sont actuellement cotés à 30 pour être la dernière équipe invaincue en NFL cette saison. Début du calendrier des Saints. Titans, Panthers, Packers, Buccaneers, Patriots, Texans, Jaguars, Colts, Bears pour les 10 premières journées. Ce sera pas loin, si les Saints jouent à leur niveau, de faire un 8-2 ou un 9-1. Tu vois. Et faut remonter jusqu'aux Jaguars pour avoir le premier match vraiment test. Bon, s'ils passent les Titans en week 1, parce que je vous dis ça, mais normalement ils vont se faire en week 1 hein, si je vous propose ça. Oui. Mais tu vois, pour une cote à 30, je trouve que mettre les Saints en dernière équipe invaincue est pas complètement fifou, comme dirait l'autre. Non, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Le problème, c'est les Titans. Avec DeAndre Hopkins, ils sont capables de martyriser le backfield et voilà. Parce que si Tannehill est là... Ouais, parce que si jamais, tu vois, après c'est les Jaguars qui sont vraiment trucs, c'est en week 7. Donc ça voudrait dire que s'ils sont toujours dans les équipes invaincues, normalement à 6-0, t'en as plus beaucoup dans le lot. Hein. Ouais. Donc ça t'a quand même réduit le truc. Et il n'y a rien d'impossible non plus à croire que les Saints puissent battre les Jaguars à la maison.
Donc bon, c'est pas non plus complètement délirant, quoi. Ils jouent pas les Chiefs. Hein. Non, Donc, pas délirant, mais moi j'attends de voir. oui, ouais. Oui, mais si t'attends de voir et qu'on est à la week 10 et qu'il y a 10-0, t'as déjà perdu de l'argent parce que t'as pas placé ton pari. Ouais, mais Le concept d'un pari, c'est de le faire avant que ça se passe, sinon ça sert à rien. je ne place pas de pari, monsieur. Je ne m'intéresse qu'à la vérité du terrain. Voilà, eh ben, tout à fait. Donc je vous le dis, pour vous qui nous Il n'est suivez, pas Phil Mickelson. si vous voulez tenter une petite cote à 30 qui va se foirer dès le premier week-end de septembre, eh ben, mettez une pièce sur les Saints, mais une toute petite parce que je ne rembourse personne. Voilà, j'aime bien le dire. Tu nous vends tes talents de bookmaker, mais alors c'est impeccable, dis donc. Bah, généralement, quand tu fais un teasing sur ce genre de pari, tu sais que ça se foire dès le premier quart-temps du premier match. C'est ça qui est bon, quoi. Voilà, c'est ça qui est drôle. Et puis d'ailleurs, en commentaire du podcast, si vous voulez nous dire qui sera votre dernière équipe invaincue, selon vous, n'hésitez pas. On fera un live spécial sur les trophées avant la saison. On invitera Seb. Bon, il va nous dire j'attends la vérité du terrain, mais à part ça, exactement, toujours. ça risque d'être amusant. Mon cher Yaya, mon cher Seb, merci beaucoup pour votre expertise sur cette NFC Sud. On se retrouvera mardi pour un nouveau podcast. Cette fois, on partira dans le Nord. Ce sera l'AFC Nord avec les Browns, les Bengals, les Steelers et les Ravens. Beaucoup de choses à dire parce que cette division AFC Nord s'annonce aussi particulièrement disputée cette année. Merci Yaya, merci Seb et à très vite. Bonne soirée, bonne journée à tous. Salut. Ciao. Ciao, à bientôt.